Bonjour Aline. Ça fait 7 mois que j'ai arraché ma salle de bain pour la rénover et c'est décidé, la baignoire c'est pour aujourd'hui. Bélier. Pour les nouveaux, je m'appelle Aline, j'ai décidé sur un coup de tête de rénover une vieille tour sans la moindre expérience. Alors évidemment c'est beaucoup de galères, beaucoup de fou rire, mais surtout on apprend plein de trucs tous ensemble. Dans cette vidéo on va enfin finaliser les murs et le carrelage. Non vraiment je vois pas ce qui pourrait m'empêcher de me laver ce mois-ci. Croire en nos rêves. C'est pas comme si on avait l'habitude des galères sur ce chantier, n'est-ce pas? Par contre vraiment c'est promis, la baignoire c'est pour aujourd'hui, mais ça se fera pas sans obstacle. Je vais tout te raconter, mais juste avant, t'as peut-être remarqué la présence de ce shaker dans mes vidéos travaux ces derniers mois, même dans les vidéos que Oli ne sponsorise pas. Celle-ci par contre elle est sponsorisée par Oli, je précise au cas où. Merci Oli. Bref, ce shaker. Il y a quelques mois j'ai découvert le principe des boissons en poudre et son concept m'a tout de suite plu pour le côté écologique. Comme c'est en poudre, le stockage prend beaucoup moins de place et ça fait une vraie différence en termes de stockage et de transport. Moins de surface de hangar pour les stocker, moins de camions sur la route et pour revenir sur les emballages, forcément moins de déchets à traiter. En plus tous les emballages Oli sont en carton donc bien mieux que des canettes en aluminium. Un pot de Oli équivaut à 50 canettes et ça fait plus ou moins 80 centimes par portion. Alors l'écologie c'est super mais il faut encore que ce soit bon. Et là tu vas me dire que je suis payée pour dire que c'est bon. Mais non. Oli me paye pour cette vidéo, oui, mais la plupart des vidéos dans lesquelles tu me vois consommer ce shaker, c'est pas des vidéos sponsorisées par la marque. Et si c'était pas aussi bon, j'en boirais pas autant. Les gens qui me suivent depuis longtemps connaissent ma très vilaine addiction aux boissons énergisantes et je suis très heureuse de vous annoncer que depuis que j'ai découvert Oli, ma consommation de boissons énergisantes a drastiquement diminué. Au départ, j'étais surtout sur la gamme énergie de Oli. Grâce à la caféine micro-encapsulée, l'énergie se diffuse plus longtemps dans ton corps et t'as pas ce contre-coup de fatigue quelques heures plus tard, typique de la caféine. Mais Oli propose également une gamme thé vert et une gamme hydratation et personnellement, c'est dans la gamme hydratation que j'ai trouvé mes favoris. Donc ça a même pas été un effort de réduire ma consommation de boissons énergisantes, c'est juste que question goût, je me tourne de plus en plus naturellement vers le Oli hydratation. Alors honnêtement la gamme Ice Tea c'est pas ma préférée, les goûts sont assez particuliers. Mais dans la gamme hydratation t'as des goûts fruités qui sont hyper réussis, gros coup de cœur pour le goût orange. J'aime beaucoup tout ce qui est orange. Il y a aussi la gamme milkshake qui est assez gourmande, par exemple dans le milkshake à la noisette t'as carrément des éclats de noisettes dedans, c'est trop bon. Mais les goûts c'est subjectif, donc si tu veux te faire ton propre avis, Oli propose des packs découvertes pour que tu puisses tester plusieurs saveurs. Et j'ai pas un code pour toi mais bien 2 codes, le code Pipoun5 comme ça t'as 5 € de réduction sur ta première commande ou alors le code Pipoun tout court qui te donne 10% sur toutes tes commandes suivantes. Et je te mets un petit QR code, n'hésite pas. Alors, pour le récap, on avait tout arraché dans la salle de bain après avoir trouvé du moisi partout. Du moisi. On a surélevé le sol pour y passer la tuyauterie en faisant un chaînage, on a construit des nouveaux murs, on a posé les plaques, on a enduit, et maintenant, il me reste plus qu'à poncer la dernière couche avant de pouvoir peindre et poser le carrelage. Et je sais que j'aurais pu faire ça à la ponceuse girafe plutôt que de m'emmerder à tout poncer à la main, parce que oui, honnêtement, poncer une pièce entière à la main, c'est fatigant. Mais j'ai d'excellentes raisons pour avoir fait tout ça à la main. Déjà, la ponceuse girafe est à la cave, j'ai la flemme de descendre 5 étages pour aller chercher un outil. Oui, je sais, ma flemme n'a aucun sens. J'ai la flemme de descendre pour aller chercher le bon outil, mais j'ai pas la flemme de passer 3 heures à tout poncer. Bref, la vraie raison pour laquelle j'ai fait tout ça à la main, c'est que ça me permet au toucher de voir là où c'est lisse et là où il reste des aspérités. Alors il y a bien une autre méthode pour voir là où il reste des aspérités, c'est grâce à une lumière rasante, ça révèle tous les défauts du mur. C'est une bonne méthode, mais j'alterne les deux parce que j'ai la sensation qu'au toucher, ça me permet de révéler encore plus de défauts, que c'est encore plus précis. Même si évidemment c'est très fatigant de tout faire à la main. Heureusement que ma salle de bain est pas très grande. L'autre bonus c'est aussi que je dois pas faire tous les murs parce qu'il y a 2 des murs qui sont pas enduits parce qu'on compte les carrelets. Donc au final je n'ai que un mur, la mansarde et le plafond à poncer. En vrai ça va. Mais le plafond c'est vraiment la pire zone que j'ai dû poncer de toute la pièce. Oh mon plafond est horrible. Là c'est la partie que j'ai déjà poncée, plus ou moins, mais sur laquelle je dois encore faire quelques réglages. Et là c'est la partie qui me restait à poncer. Je sais pas ce qu'on a foutu lors de la phase d'enduit parce que vraiment c'est le plus laid plafonnage que j'ai jamais vu. Il y a encore du boulot hein. Et c'est parti. Avec le timelapse en accéléré, on a l'impression que ça prend pas tant de temps que ça et que c'est pas si compliqué que ça, mais il suffit d'écouter ma respiration pour avoir un petit indice sur à quel point c'était pénible. Et en plus de la fatigue dans les épaules, je vous laisse imaginer à quel point c'est agréable d'avoir une pluie de poussière de plâtre permanente dans la gueule. Dans la liste de mes mauvaises habitudes sur ce chantier, déjà il y a le fait que j'ai la flemme d'aller chercher les bons outils, mais également le fait que j'ai la flemme d'acheter un trépied et que j'ai tendance à poser mon téléphone n'importe où pour filmer. Ça, c'était une sacrée chute. Et alors, ce n'est ni ton YouTube ni ton écran qui bug, c'est la vidéo qui a été corrompue tellement la chute était violente. C'est le fantôme de ma baignoire moisie qui hante cette vidéo. Mon écran est cassé. Heureusement, j'ai une vitre de protection. Ok, c'est bon, la caméra. Bon, je vais vous mettre là, au moins cette fois-ci vous tomberez pas plus bas. J'ai fini vite fait le plafond, et puis on va pouvoir passer à la suite après avoir passé un bon coup d'aspirateur dans toute la pièce. Tant que je suis là à nettoyer des trucs, on va proprer les poutres. J'ai sorti mon tout petit scalpel, et ceux qui ont l'habitude de cette série savent que je vais y passer un certain temps.
C'est le genre de petites chipoteries avec lesquelles j'ai une patience infinie et des exigences encore plus élevées. Je refuse que la moindre petite miette de plâtre vienne gâcher mes magnifiques poutres en bois. Par endroits, je dois pas mal penser pour récupérer la poutre parfaitement propre, du coup ça enlève un petit peu le produit de protection que j'avais mis dessus par le passé. Mais vous inquiétez pas, je remettrai une couche plus tard pour que la poutre ait une couleur bien uniforme. Mais Lily, comment ça se fait que ta salle de bain prenne autant de temps? Parce que je suis capable de passer 2 heures à enlever des tout petits bouts de plâtre sur ma poutre du côté où personne ne le verra jamais. Là on est sous la mansarde, vraiment personne ne verra jamais cette tranche de cette poutre. Je refuse d'avoir une salle de bain parfaite sur laquelle il y aurait un petit bout de plâtre de merde sur un côté de la poutre que personne ne verra jamais qui gâchera la perfection de ma salle de bain. C'est hors de question. J'en ferais des cauchemars, ça gâcherait ma vie de laisser la moindre petite imperfection sur mes magnifiques poutres en bois. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais à la fin, ces poutres seront parfaites. Je me demande si je reponcerai pas complètement ces poutres au grain très très fin, à la main. J'aime souffrir. J'aime surtout avoir de belles poutres. Tu l'as vu ma belle poutre? Maintenant qu'elles sont bien propres, je vais les protéger, mes belles poutres, et puis il me reste un dernier petit détail avant d'attaquer la peinture. Je vais poser des cornières moulurées autour de l'encadrement de fenêtre, donc je vérifie d'abord les dimensions avant de tout coller. Ça va être chic. Je ressors un vieux tube de colle, le souci par contre c'est qu'elle a séché dans l'embout et ça bouche le machin. C'est mon dentiste qui est également mon papa qui va pas être content. Non seulement je risque de m'abîmer les dents, mais en plus ça marche même pas bien ma méthode pour déboucher le tube. Oui, je sais, j'aurais pu faire ça dès le début. Clop. Et maintenant je peux enfin coller mes jolies petites moulures en bois autour de mon encadrement de fenêtre. Ok, une étape de plus sur la liste des trucs faits. Pour la suite, je vais en bas chercher le bol du sacrifice. Achevez-moi. Il y a un petit peu de sciure dedans, donc je pose ça là où il y a de la place. Ici, ce sera très très bien pour déposer ma sciure. Bref, j'ai un bol. Et les chaussettes du sacrifice également. On va faire un mélange de Rubio. Golden Hour qu'on a pris cette fois-ci. On voit rien, mais voilà, c'est la couleur Golden Hour pour ceux qui veulent la référence. Je mélange et puis on va faire un test sur une zone cachée du châssis. Il faut quand même faire un test, être sûr que la couleur nous plaise. Bon, là comme ça en contre-jour, vous voyez pas grand-chose, mais la couleur est jolie, on va partir sur cette teinte. La couleur est jolie, mais je remarque assez vite qu'en fait ce produit révèle toutes les griffes faites par mon ponçage un petit peu grossier. On voit quand même les défauts de ponçage, mais... Non, franchement, ouais. Bon, c'est pas mon genre, mais je vais essayer de faire abstraction de ce petit défaut. Sauf qu'assez vite je tombe sur autre chose. Pourquoi ça réagit pas partout pareil? J'aurais oublié de poncer cette zone. On dirait bien. Il y a quelques zones sur le châssis où le produit n'imprègne pas du tout le bois, comme s'il était encore protégé par cette petite couche de plastique que j'ai cherché à enlever lors de mon ponçage. Quand même un comble, après tout le ponçage que j'ai fait dans la précédente vidéo, que j'ai quand même réussi à oublier une zone. C'est dramatique. Je crois qu'on est bon pour revendre la maison. C'est terrible. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo? On revend la maison ou on la brûle? C'est terrible, c'est affreux. Le Rubio sur mon châssis, c'est vraiment très joli. Oh, c'est beau, j'aime bien. Bien. J'ai continué d'avancer, mais je me rends compte qu'il y a au moins 4 ou 5 zones que j'ai pas bien pensé et sur lesquelles le produit prend pas. Eh ben, j'étais bourré quand j'ai fait ça ou... Franchement, je sais pas. Je m'étais appliqué, mais je sais pas. Maman, la voisine, elle est bizarre à la fenêtre. Bon, bah j'ai peut-être oublié de poncer quelques zones précédemment, mais en attendant, la couleur qu'on a choisie est turbo giga belle. Il va être beau, mon châssis. Ok. Petit moment satisfaisant quand on retire les protections, et regarde comment la lumière est trop belle en fin de journée dans ma tour. Je me lasserai jamais de répéter à quel point c'est l'exposition de ma tour son plus gros point fort. Bon, et sinon, le lendemain, dès que ça a un petit peu séché, bah il faut bien que je me penche sur ce problème de zone non poncée sur mon châssis. Je sais, il faut que je protège mieux mes poumons, mais alors j'ai une bonne... plus ou moins bonne excuse. C'est que les masques avec des élastiques, ils me font mal à la tête. Je n'aime pas avoir mal à la tête. Alors mon papa, il m'a donné ça, des masques qui n'ont pas d'élastique et on peut attacher comme on veut avec la pression qu'on veut. Merci papa. Là du coup ça me serre pas mon gros crâne, c'est génial. C'est fou, on n'arrête pas le progrès. Bref, je peux repenser les quelques zones que j'avais oubliées et puis enfin appliquer du Rubio pour que la couleur soit bien uniforme partout sur cette fenêtre. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, tu sais quoi ? On va enfin passer à la première couche de peinture. Je commence avec un tout petit pinceau pour faire le contour de la fenêtre à main levée. Et niveau musique, aujourd'hui on est sur un mood... Et regardez-le, l'autre là qui vient se moquer de mes goûts musicaux là.
Ouais bah juge tant que tu veux, l'avantage avec la musique classique c'est que c'est libre de droit et que je ne risque pas du tout de me faire striker, voilà. C'est donc dans une ambiance absolument grandiose et épique que je passe la première couche de peinture au plafond. Encore une fois, je me suis dirigée vers un faux blanc pour le plafond. Le but, c'est que ça ait l'air blanc, mais en réalité, c'est un beige très chaleureux qui donne l'impression que la pièce est baignée d'une lumière chaleureuse toute la journée. Cette couleur-là, je l'ai prévue uniquement pour le plafond et la mansarde, et comme d'habitude, je retire le scotch tant que la peinture est encore fraîche, comme ça évite que ça craquelle la peinture si je le retire au moment où elle aura séché. Bon, ça c'est fait. Et c'est maintenant qu'on va enfin découvrir la magnifique couleur que j'ai prévue pour les murs qui ne seront pas carrelés. Bon, très beau. Alors ici, je commence d'abord par tous les contours avec un plus petit rouleau, un petit peu comme quand tu fais du coloriage et que tu commences par te concentrer sur les contours avant de faire le remplissage principal. Alors ici, la couleur est encore pas mal inégale, mais c'est normal, on est que sur la couche de primaire. Et puis en plus, on est sur un plâtre tout neuf qui n'a encore jamais bu la moindre goutte de peinture et qui va déjà absorber pas mal. Même si c'est inégal, j'aime déjà beaucoup. Oh, c'est beau. Avec une seule couche et c'est déjà beau. Maintenant que j'ai posé le primaire dans toute la pièce, je peux mettre mes joints d'acrylique. Et je ne sais pas du tout pourquoi c'est mieux de mettre le primaire avant l'acrylique, mais écoute, c'est chez Colora qui m'ont donné ce conseil, et Colora a toujours d'excellents conseils, donc je leur fais confiance. Ça va être très joli. J'aime beaucoup la texture de cet acrylique. Elasto Kit. La texture est vraiment top. J'aurais dû faire toutes mes finitions acryliques avec cette marque, elle est géniale. C'est un peu difficile de décrire une texture à l'oral, mais elle colle pas au doigt, elle a une texture très légèrement sableuse qui accroche bien sur les surfaces. Elle donne pas cette sensation gluante de certaines marques, et j'aurais gagné un temps fou sur toutes les moulures de ma maison si j'avais découvert ce produit plus tôt. Et ça vient de chez Colora, dont je ne me lasserai jamais de dire du bien. Je mets de l'acrylique sur chaque coin de mur pour rendre les coins plus smooth, mais je vais également m'en servir pour faire la jonction entre la poutre et le plafonnage. Et quand je retire enfin le scotch, je suis plutôt satisfaite, le rendu est vachement clean, je trouve. Le souci, c'est que j'ai tourné le dos 10 minutes et Jimmy a voulu aider en s'occupant d'une autre jonction et... Ouais, je sais, je suis chiante et trop exigeante, mais j'aime pas du tout son rendu. C'est plein de vaguelettes, j'aime pas. Je rattraperai ça plus tard. En attendant, je continue les finitions autour des poutres pendant que lui il protège le châssis avant la suite. En vrai, je chipote de fou sur les jonctions, hein. Faut pas croire que j'y arrive du premier coup en 3 minutes. Faire une jonction lisse sur du bois qui est tout sauf lisse, c'est pas évident. Mais je suis têtue et j'aurai ma jonction bien propre, même si je dois recommencer 15 fois. Ça m'a pris une bonne demi-heure rien que pour cette tranche-ci, mais ça va, on s'en sort. Et maintenant qu'elle a eu le temps de sécher, je vais minutieusement arracher toute la jonction que Jimmy a fait tout à l'heure. Je sais, je suis trop exigeante, mais voilà, c'est comme ça. Et ma punition pour mon excès de perfectionnisme, c'est que ça prend un temps fou de gratter ce truc. J'ai de nouveau sorti mon tout petit scalpel et le grain de ponçage très fin. C'était long, c'était très long. Et tout ça sous les yeux ébahis du petit pipou qui ne comprend pas du tout pourquoi je m'esquinte sur des détails aussi inutiles. Je veux ma jonction parfaite, je la veux. Maintenant, je peux remettre du scotch, je m'applique bien pour qu'il soit le plus droit possible. Et puis c'est parti, je vais prendre le temps qu'il faudra pour essayer de faire la jonction la plus propre possible. Alors, le bois n'étant pas droit, il y aura quand même toujours des espèces de petites vaguelettes, mais je trouve ça quand même vachement plus propre que tout à l'heure, c'est déjà mieux. Et puisque j'en suis à laisser mes tocs de perfectionnisme prendre le dessus sur le bon sens, ces défauts de ponçage me posent vraiment un problème finalement. Non, je peux pas vivre avec un châssis sur lequel il y a des griffes de ponçage, c'est pas possible. Je vais tout reponcer. À la main. En suivant le sens des veines du bois pour ne pas refaire des rayures. Et c'est ainsi que la salle de bain d'Aline ne fut jamais terminée. Oui, allô, monsieur l'agent, je vous téléphone parce que ma voisine frotte frénétiquement son châssis à 23h. Est-ce normal? C'est parfaitement normal, faut pas vous inquiéter, madame. Bon, par contre, c'est un peu fatigant, donc je finirai ça une autre fois. Le lendemain, on va enfin pouvoir passer à la couche de finition. Ah, et alors je sais que c'est pas très écolo, mais j'utilise un genre de seau en plastique jetable dans mon vrai seau de peinture. Ça m'évite de devoir les nettoyer et ça me fait gagner un temps fou. Désolée la planète, je te promets, je ferai d'autres efforts sur d'autres points. Comme par exemple quand je m'obstine à utiliser encore et encore les mêmes disques de ponçage usagés, quitte à devoir les frotter entre eux pour retirer la matière qui s'accumule entre les grains. Tu vois, je fais des efforts. Parfois. Bref, je vais encore une fois commencer par les bords, comme quand on fait du coloriage. Le problème, c'est peindre en beige sur fond beige, je vois pas du tout ce que je... Ah, mais vous voyez hyper bien ce que je fais par contre. Bon du coup voilà, vous au moins vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai commencé par les contours, et puis après je vais attaquer la mansarde, mais là avec le contre-jour, même vous y voyez rien, désolé. Pour la jonction avec la poutre, je fais ça à main levée, et je m'applique de fou.
Pour les jonctions entre le plafond et les murs, j'ai une autre méthode pour faire une délimitation parfaitement droite, mais ce sera pas possible ici sur du bois. Donc voilà, y a pas le choix, faut se concentrer et prendre son temps. Après avoir fait tous les contours partout sur la mansarde et sur le plafond, bah je peux passer au remplissage, et en vrai ça prend genre 10 minutes montre en main avec le gros rouleau. Ça va super vite, c'est satisfaisant. Comme j'ai commencé par cette zone tout à l'heure il y a un moment déjà, la peinture est déjà sèche et je peux poser mon scotch pour faire ma délimitation parfaitement parfaite. Je m'applique pour bien poser le ruban de masquage parce que la délimitation de ma peinture suivra exactement cette ligne, et si la ligne n'est pas droite, on verra que ça. Pour faire une délimitation impec sans que la peinture ne bave sous le scotch, il y a une méthode bien précise. Ici, j'ai masqué la partie beige de ma jonction, donc je vais commencer par poser de la peinture beige sur le bord du scotch. Alors oui, je suis en train de peindre le mur qui est supposé être vert en beige, t'en fais pas, c'est normal. En gros, il y a forcément quelques endroits où la peinture aurait dû baver sous le scotch, bah ce sera forcément avec de la peinture beige. Donc tout ce qui est sous le scotch restera beige pour toujours. La peinture va sécher, ça va sceller complètement le scotch à sa place, et puis quand je poserai la peinture verte par-dessus le tout, elle n'aura plus aucune chance de déborder sous le scotch. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on fait une délimitation parfaitement parfaite de la perfection impeccable. Bon, eh bien, la couche finale. Je vais laisser cette jonction tranquillement sécher, et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du mur vert. Plus il y a une tache de peinture près sur ce pantalon, je crois. En effet, une tache de plus ne fera pas une grande différence. Alors jusque-là, j'ai toujours commencé par les contours, mais cette fois-ci, bah je vais justement éviter le contour du haut, comme ça je peux laisser la jonction sécher le plus longtemps possible. Pour les contours directs de la poutre, bah la méthode du scotch ne peut pas fonctionner, parce que je peux pas mettre de peinture couleur poutre sous mon scotch. Donc là, y a pas le choix, il faut que je sorte mon tout petit pinceau et mon immense patience. Alors le seul souci avec le pinceau, c'est que ça fait pas la même texture sur le mur qu'au rouleau. Donc je dois commencer avec mon pinceau par mettre de la peinture le plus proche possible de la poutre, et puis après avec un tout petit rouleau, bah, je viens essayer d'arranger la texture sans m'approcher trop du bois pour ne pas le tâcher. L'avantage c'est que cette petite chipoterie prend tellement de temps que ma jonction sur le scotch a eu le temps de sécher. On va maintenant faire la bande. Donc comme expliqué plus tôt, maintenant il suffit juste que je recouvre le tout avec de la peinture verte, et puis par contre cette fois-ci on enlève le scotch tant que la peinture est encore fraîche, comme ça on est sûr qu'elle va pas craquer quand on retirera le scotch. On croise les doigts. Jusque là c'est impec, ça va bien, ça va bien, ça va bien, on y croit. Et ce coup-ci j'avais raison de Believ, parce que c'est vraiment impeccable. Oui. Top tip top tip top tip top. Du coup je fais pareil pour toute la mansarde. Je dois quand même avouer que c'est bien satisfaisant le moment où tu retires le scotch et tu vois que c'est impec. C'est parfait. Une fois que les murs sont secs, je vais m'occuper de coller ce truc. C'est un miroir à chaleur qui reflète la chaleur et donc ça dédouble la chaleur. Un truc dans le genre. Ça valait bien la peine de peindre cette portion du mur. Mais au moins c'est fait, au moins dans ma tête je saurais que c'est fait. Sauf que maintenant que j'ai le nez dessus, je remarque un truc inacceptable. Pourquoi il y a une délimitation de couleur? Pourquoi c'est pas la même couleur? Ah non, ça m'emmerdait ça. Non, ça c'est très antiquinant, ça je ne suis pas d'accord. On s'occupera de cette histoire de miroir à chaleur un peu plus tard parce que là je ne peux pas avancer tant que j'ai pas résolu ce problème. Non, c'est fâchant, c'est très fâchant. Si t'as pas vu de quoi je veux parler, bah sur ce plan vidéo là on le voit beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible, inacceptable, intolérable. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Ma seule théorie, c'est que comme j'ai pas remélangé régulièrement mon seau de peinture, bah peut-être qu'il a décanté pendant que je peignais, et comme c'est la dernière zone que j'ai peint, bah peut-être que ça avait plus la même couleur. Donc, bah on va recommencer. Moi je ne tolérerai pas cette délimitation, c'est hors de question. Et comme c'est ma seule piste, bah cette fois-ci je vais insister à mort sur le mélangeage du pot de peinture. J'ai quand même une autre vague piste, mais j'y crois pas plus que ça. Si ça se trouve, c'est parce que j'ai utilisé un gros rouleau partout sur le mur et puis un tout petit rouleau pour les bords. Donc dans le doute, on va faire ça au gros rouleau. Mais du coup, je dois protéger le plafond avec un bout de carton parce que mon rouleau est plus large que le scotch qui protège la jonction. Encore aujourd'hui, je ne sais pas du tout si c'était le fait d'avoir utilisé deux rouleaux différents ou le fait de ne pas avoir remélangé régulièrement ma peinture, mais c'était très probablement une de ces deux explications-là parce que la deuxième fois, c'était la bonne. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Maintenant qu'on a résolu le problème, on peut enfin coller cette fameuse feuille d'aluminium. Désolée, papa. Désolée, je sais que je dois pas utiliser mes dents pour tout et n'importe quoi, mais le problème c'est que parfois ça marche. Bon, maintenant que j'ai débouché mon tube de colle, il me reste plus qu'à en coller et à plaquer ça contre le mur. C'est vraiment l'affaire de 3 minutes. La seule chose qui m'emmerde, c'est que si un jour je veux enlever cette feuille, bah, je vais forcément arracher une partie du plafonnage avec. Mon beau plafonnage tout lisse. Ma belle peinture toute propre. Oui, ça ne servait vraiment à rien de peindre cette zone, mais moi dans ma tête je saurais que c'était pas. Et maintenant, on va mettre le radiateur. La force de Peter McCalloway soit avec moi. La force de Peter McCalloway soit avec moi. En vérité, c'était pas si lourd que ça. Là, le radiateur, il est vide, il y a pas d'eau dedans, donc ça va encore. La vraie difficulté, c'était de réussir à mettre les attaches dans les encoches.
Je sais pas pourquoi c'était si compliqué. Tu tiens, je te fais confiance. Ne te fracasse pas la gueule sur moi, s'il te plaît. Bon, j'ai réussi à encocher un côté, maintenant il reste plus qu'à mettre l'autre. Sauf que super, en attachant le côté droit, j'ai réussi à détacher le côté gauche. Ah, pourquoi tout est si compliqué? On va y arriver. Moi j'y crois. Allez, un petit effort. Et à force de m'encourager moi-même, je finis par y arriver. Yes. Personne ne t'encouragera jamais mieux que toi-même. Personnellement, je suis ma plus grande supportrice et ça marche à chaque fois. Allez Aline, allez Aline, allez. Je reconnecte l'évacuation et l'arrivée d'eau, et voilà, c'est la première fois que je peux admirer mon magnifique radiateur dans son environnement naturel. Oh, c'est joli, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Maintenant que le radiateur est accroché au mur, j'ai enfin accès à l'entièreté du sol pour passer à la suite. La couche suivante, c'est de nouveau de l'accrocheur. Ouais, il faut de l'accrocheur pratiquement entre chaque couche. C'est pas franchement intéressant, mais tu sais ce qui est intéressant ? Pipoun qui dort dans le lit à côté. Oh, qu'il est beau. Contrairement à moi qui aujourd'hui ai les yeux complètement gonflés. C'est quoi cette tête? Ouais, c'est ma tête. C'est allergie. Ah. Le glamour avant tout. Bref, je découpe un bout d'OSB. Et comme je n'ai toujours pas appris de mes erreurs depuis la dernière fois... Encore? Ben oui, encore. T'as de nouveau coupé dans la charnière, grognasse. Mais partout cette charnière, ma parole. Oui, bien sûr, c'est la charnière qui se déplace, c'est pas du tout parce que j'ai pas fait attention. Bref, ce bout d'OSB, à quoi il va servir? En gros, ici, un jour, il faudra bien que je referme cette face de mon mur, mais pour l'instant, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, j'ai besoin d'anticiper l'épaisseur qu'aura cette structure pour pouvoir avancer sur le carrelage au sol. Du coup, j'ai fixé une tranche temporaire juste pour avoir l'épaisseur. J'ajoute bien sûr une plaque de Jacobord pour que toutes les couches soient anticipées. Et comme ça, je pourrais me baser sur cette ligne pour les découpes du carrelage. Mais avant le carrelage, il reste encore une ultime couche à poser. Promis, c'est la dernière. Après ça, on pourra enfin poser le carrelage. Ça, c'est la natte de désolidarisation. Apparemment, c'est super important d'en mettre une sous ton carrelage pour éviter qu'il puisse se fissurer dans le temps. Surtout quand, comme moi, t'as une vieille maison qui tremble à chaque fois qu'un camion passe à moins de 100 mètres. Si j'ai bien compris, c'est supposé isoler les mouvements entre le carrelage et la couche sur laquelle t'as posé ton carrelage. Ça se découpe assez facilement, et tant mieux parce que je dois percer des trous pour chaque passage de tuyau. Et comme j'ai jamais fait ça, je préfère découper toutes mes bandes en avance avant de coller quoi que ce soit. Mon petit pote préféré vient s'assurer que je fais bien les choses. T'en fais pas mon loulou, je m'applique. En fait, j'aime tellement le papier bulle que j'ai décidé de faire un sol de salle de bain en papier bulle. Voilà. C'est l'esthétique que j'ai choisie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt cohérent avec ce que j'aime dans la vie, non? Un joli sol en papier bulle. C'est moche. Ensuite, pour coller la natte, j'ai de nouveau besoin de mon super tuyau. Tu te souviens de mon super tuyau? Il est génial, n'est-ce pas? Parce que pour coller mon truc, il me faut de la colle à carrelage. Et vu les volutes de poussière que fait ce machin, heureusement que j'ai mis un masque, c'est presque joli. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, pour coller mon truc, il me faut de la colle à carrelage. Sauf que pour faire de la colle à carrelage, il faut que je fasse un mélange avec de l'eau. Et je n'ai encore aucune arrivée d'eau dans ma salle de bain. Une fois de plus, mon tuyau de jardin d'intérieur est une idée brillante. C'est brillant, brillant, brillant! Du génie à l'état pur! Ce tuyau était vraiment une idée de génie à tous les niveaux. Et alors là, je me rends bien compte que le moteur de ma perceuse fait un bruit plutôt inhabituel, mais je choisis d'ignorer cette information. Je vais m'obstiner et continuer malgré tout, jusqu'à ce que je sois quand même obligée de constater que ça pue le brûler. Quoi, c'est le moteur qui fume? Non, c'est le voisin d'à côté qui a décidé de fumer son cigare dans ta perceuse. Mais oui, évidemment que c'est le moteur qui fume, réfléchis. Je vais encore m'obstiner quelques secondes, mais le son n'est vraiment pas rassurant, en plus de l'odeur. Bon, je ne sais pas quel est le problème, mais clairement il y a un problème avec cette perceuse. Elle fume et ça commence à sentir le plastique fondu. Voilà, on va redevenir raisonnable et arrêter d'utiliser ce machin avant qu'il ne m'explose au visage. De toute façon, ma colle à carrelage est mélangée, donc on peut avancer. Pour la première bande, par contre, j'ai pas très bien filmé, donc vous voyez pas grand chose, mais en gros, je mets des ploches de colle à carrelage, ensuite je raye la colle à carrelage avec le peigne fait exprès, et puis il y a plus qu'à plaquer la bande dans toute la colle et bien appuyer partout pour être sûr qu'il n'y a pas de bulle. Pour la deuxième bande, j'ai un peu moins mal filmé, donc voilà, je fais des ploches, ensuite je raye la colle, je fais ça sur toute la surface où va venir ma deuxième bande, et puis j'ai plus qu'à plaquer ma bande dans la colle et bien l'appuyer de partout. Au niveau de la jonction, les bandes elles doivent être bord à bord, elles doivent pas se superposer. Et ensuite, pour bien plaquer le truc dans la colle, je suis convaincue que j'aurais pu le faire avec le plat de ma main, mais voilà, au magasin, je me suis laissé convaincre d'acheter l'outil fait exprès. J'ai certainement été victime du marketing sur ce coup-là. Je répète les mêmes opérations pour les deux dernières bandes, et puis on va enfin pouvoir poser le carrelage. Mais avant, je dois acheter une nouvelle découpeuse à carrelage. J'en avais déjà acheté une, mais elle était beaucoup trop petite, et elle était surtout franchement nulle. Du coup, je me retrouve au pays des merveilles dans ce magasin. Oh mon paradis quoi. Si on m'avait dit qu'un jour je kifferais ce genre de magasin, j'ai envie de tout acheter. Je suis au paradis. Tout est beau, tout est génial. Ils ont carrément un rayon entier de vis pour chaque marque. Un rayon entier de différents types d'acrylique.
Un rayon entier de toutes sortes de scotch de masquage différents. Ah, ils ont tout. Et ils ont même des lasers super gadgets que Jimmy n'a pas pu s'empêcher d'acheter. Et j'en connais un autre qui adore les lasers, mais là faut vraiment que je fasse attention à ses petits yeux parce que ça pourrait lui faire mal. On va lui mettre des petites lunettes. Oui, mais c'est son jouet préféré, les lasers. Et lui en plus il comprend pas du tout pourquoi je mets ma grosse main devant son petit visage merveilleux, pauvre petit cœur. Et oh, tu mords la main de maman alors que maman essaie de te protéger. Oui je sais Loulou, je t'envoie des signaux que t'as du mal à comprendre. Je ne suis pas comestible. En gros, le laser nous aide surtout à définir le milieu de la pièce. C'est sur cette ligne qu'on va aligner tous les carrelages. On n'a encore jamais posé d'aussi grand carrelage et j'ai que 4 carrelages de marge d'erreur donc on aimerait vraiment bien ne pas se foirer. Si on en casse trop, on est dans la merde. Donc on va bien prendre notre temps. On va surtout commencer par définir l'emplacement des carrelages parce que s'il y a des lignes de joints qui sont trop proches des murs, ce sera pas beau du tout. Qu'est-ce qui nous oblige à coller les carrelages au final? C'est très tentant de juste les déposer, les laisser là. Au moins on prendrait aucun risque. Et alors sinon, ce truc-là, c'est des poignées ventouses pour soulever plus facilement les carrelages. C'est Enrique qui nous a prêté ça. Vraiment, quel plombier formidable, ce type. On va commencer par ce qui nous semble être le plus périlleux. Percer les trous pour les arrivées et les évacuations d'eau de la baignoire. Alors, calculer l'emplacement des trous, c'est pas ça le souci, ça c'est facile. Mais honnêtement, je suis très sceptique sur notre capacité à percer un carrelage sans le péter. Je ne suis pas sereine du tout. On a regardé plein de tutos et on va appliquer absolument tous les conseils. Le premier, c'est de scotcher la zone, ça réduit le risque que la cloche ne glisse de son axe. On a acheté une cloche exprès juste pour ça. La cloche, on la connecte sur une meuleuse. Ensuite, apparemment, on doit commencer par poser la cloche en biais avant de la redresser lentement. Mais d'après absolument tous les tutos qu'on a vus, le vrai risque, c'est la chaleur. Si le carrelage ou la cloche chauffe trop, c'est là que ça pète. D'après les tutos. Alors pour éviter que ça chauffe trop, certains tutos conseillent de percer en plusieurs fois et de s'arrêter régulièrement pour laisser refroidir, tandis que d'autres disent qu'il faut mouiller la zone avec un pchit-pchit. On va faire les deux. Je t'ai dit, je suis pas sereine, donc on va appliquer absolument toutes les astuces qui s'offrent à nous pour maximiser nos chances. C'est un pchit-pchit de maquillage. Donc pendant que Jimmy perce, moi je pchit-pchit en continu pour refroidir le tout. On fait beaucoup de pauses pour être sûr que ça chauffe pas trop. Et puis on dirait bien qu'on a réussi à percer le premier trou sans rien casser. Maintenant faut croiser les doigts pour que le trou soit au bon endroit. Le suspense est à son paroxysme, mais... Oh franchement pour le coup c'est une première victoire. Bon c'est pas encore gagné parce que maintenant il faut encore qu'on arrive à maîtriser la découpeuse à carrelage. Et alors déjà ça commence bien parce qu'on trouve pas la roulette qui est supposée couper le carrelage. Y'a pas de roulette. Non, bah y'a pas de roulette. C'est bien, c'est jamais que la pièce la plus importante de toute la machine. Et on a regardé absolument partout, on a vidé la boîte, on l'a carrément démontée pour être sûr qu'on n'avait pas raté le morceau, on a fouillé le mode d'emploi, on a retourné la machine, on a regardé au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, et finalement, on l'a trouvée, la roulette. Devine où on a trouvé la roulette. De tous les endroits où la roulette aurait pu se trouver, elle était cachée dans le manche. Après c'est bien, on a trouvé la roulette, c'est bien. Que l'ingénieur qui a eu cette idée soit viré sur le champ. Non, en vrai c'est pas une mauvaise idée, mais je sais pas... L'indiquer dans le mode d'emploi, ça aurait peut-être été une idée pertinente. Et c'est maintenant l'étape qui m'inquiète le plus parce que la dernière fois qu'on a dû découper des carrelages, ça s'est... fait chier. Très mal passé. Du coup, je vais carrément devenir superstitieuse, croiser les doigts, croiser les jambes, toucher du bois. On va même demander à Pipoun de bénir la carreleuse avec ses saintes pépates. Les papates de la chance. Et puis c'est parti, un grand mouvement fluide, et puis c'est le moment de vérité, le moment de casser le carrelage. Est-ce que la coupe est nette? Ça a l'air bien, ça a l'air bien. C'est merveilleux. C'est pas grâce à toi, c'est grâce à Pipoun, j'espère que t'en es conscient. Ça va, je rigole. Mais je suis sûre que les papates de la chance n'y étaient pas pour rien. Donc on dirait bien qu'on va pouvoir s'en sortir. Avec les bonnes machines, visiblement, on arrive tout à fait à couper du carrelage. Il nous reste un dernier obstacle qui me semble encore un tout petit peu périlleux. Les trous pour les arrivées d'eau. Et alors là, je dois vraiment bien calculer l'emplacement parce que autant le trou pour l'évacuation était plutôt gros et demandait pas une précision au poil de fesses vu qu'il sera sous la baignoire quoi qu'il arrive. Mais ici, les arrivées d'eau de la baignoire, elles sont prévues sur des sublimes colonnettes qui seront apparentes. Donc il faut que les trous soient précis, sa mère. Et avant de percer les trous, on va déjà couper le carrelage dans la largeur. C'est quoi l'appareil préféré de Thibaut Inchey? La meule, la meule, et la meule, la meule. Tu vas la répéter combien de fois ta blague? C'est quoi l'appareil, à ton avis, de travaux préféré de Thibaut Inchey? La meule. Non. L'ampoule. C'est quoi l'appareil de travaux préféré de Thibaut Inchey? La meule. Je vais rien dire. Mon humour n'est pas mieux et en plus j'ai vraiment beaucoup trop besoin de son aide aujourd'hui vu que c'est lui qui gère mieux les trous. Une fois qu'il a percé les deux trous exactement là où je lui ai dit de les percer, y a plus qu'à espérer que je me sois pas foiré sur l'emplacement exact de ces deux trous. It looks good.
Looks good. Good. Very, very good. Vraiment perfect. Non, vraiment, c'est top. Ça va être impeccable. Il nous reste encore un dernier obstacle avant de pouvoir coller les carrelages. Ici, la plaque d'OSB qui avait été posée temporairement derrière les toilettes, bah elle arrive quasi contre le sol. Et si on veut poser un carrelage à cet endroit-là, bah ça n'ira pas. C'est donc le moment de plonger ma main dans les toilettes pour vider l'eau qu'il y a dans la cuvette. En gros, je prends une grosse éponge, je l'imbibe d'eau dans les toilettes et puis je presse l'éponge au-dessus du seau. S'il existait une meilleure méthode, ne me la dites surtout pas, je veux pas le savoir. C'est trop tard, maintenant c'est fait. Bref, maintenant qu'on risque plus d'envoyer de l'eau de caca dans toute la pièce, on peut desserrer les attaches des toilettes pour tirer un petit peu dessus et libérer la plaque qui est derrière. On va juste la remonter de quelques centimètres, ça suffira. Un dernier passage au magasin pour acheter de la colle à carrelage et c'est parti mon kiki. La première étape, c'est de mélanger de la colle à carrelage. Comme la vieille perceuse de mon papa est décédée, bah cette fois-ci j'utilise la vieille perceuse de mon beau-père. Ouais, heureusement j'ai beaucoup de papas qui ont beaucoup de vieilles perceuses. Enfin, beaucoup. 2, ça compte. Pour la pose des premiers carrelages, j'ai très mal filmé, j'avais jamais fait un truc pareil et je voulais pas me foirer, et dans toute ma concentration, j'en ai oublié que je devais aussi vous montrer correctement ce que je fais. Taper. Mais par la suite, j'ai un petit peu mieux cadré, donc je peux vous expliquer les étapes. D'abord, on remplit bien tous les trous de la natte avec de la colle. Ensuite, je racle l'excédent, je crée un premier boudin de colle sur un bord, et puis je vais venir l'étirer avec un peigne à colle. Si besoin, je recharge le boudin de colle autant de fois que nécessaire en cours de route pour avoir des beaux sillons bien remplis. Après ça, on retire un petit peu de colle sur 2 cm au niveau des bords contre le carrelage mitoyen, parce que sinon quand on va plaquer le carrelage dans la colle risque de dégueuler dans le joint et ce sera pénible pour la suite. On pose la base des calottes nivelantes, on étale de la colle sur le verso du carreau pour faire un double encollage, et puis on est enfin bon pour poser le carrelage à sa place. On l'écrase dans la colle en tapotant. Faut pas taper trop fort non plus parce que ce serait con de fissurer le machin. On fixe la deuxième partie de la calotte nivelante, c'est un machin qui se visse et ça permet de s'assurer que tous les carrelages sont au même niveau. Regarde, quand on vérifie, y a rien qui bute, ils sont bien alignés en termes de hauteur. Y a pas un carrelage qui est plus haut que l'autre. Et puis après ça, bah on doit répéter toutes ces étapes un certain nombre de fois. Et on est bien. Ah, je suis bien. On avance bien. Surtout pour une première fois avec ce genre de poste. Et pendant qu'on travaille, Pipoun il est occupé à être le plus mignon de tous les petits ragondins. Mon petit Gorgonflouf, c'est toi le plus joli de tous les colibris. Je l'aime. Bon, on n'a pas pu tout finir en une seule journée, donc le lendemain, je commence par refaire de la colle à carrelage. Mon gros tuyau, il a vu mon gros tuyau. La meule. Ouais, finalement, il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre niveau humour. Et sinon, Jimmy a une idée pour éviter que ça fasse de la poussière dans toute la pièce. J'étais un peu sceptique, mais force est de constater que ça marche plutôt bien. Aspirer pendant qu'on verse la poussière dans le seau. Je mélange, et puis pendant que Jimmy découpe le carrelage suivant, moi je vais déjà en coller la suite. Oui, le bruit de prout était absolument indispensable. Ça fait partie des techniques d'un bon carreleur, c'est comme ça. J'étale, je raye, on pose, taper, et puis l'air de rien, il est grand temps que je me penche sur la finition de cette affreuse marche entre la chambre et la salle de bain. Je vais d'abord recouper tout ce qui dépasse, et puis ensuite je vais découper une planche de jacobord à la bonne taille. On laisse ça comme ça, et on décide que comme ça fait une salle de bain qui peut être une piscine. Et pourquoi pas? Non, normalement ce sera pas nécessaire, parce que fin de semaine, j'ai enfin ma baignoire. Si tout va bien. Allez, je recoupe la pièce à la bonne taille, je la fixe à sa place, alors pour l'instant c'est temporaire. En gros, je vais me servir de cette plaque pour me faire un guide, comme ça je peux remplir cet espace avec de la colle. Parce qu'en fait, si le carrelage il est posé à moitié dans le vide, si un jour quelqu'un met son poids dessus, bah le carrelage pourrait péter et c'est pas ça qu'on veut. En vrai, j'ai de grands projets pour cette marche. C'est le genre de détails dans lesquels je mets beaucoup de soin, mais une chose à la fois, on va déjà attendre que la zone sèche. D'ici là, on a un cours de colle, il faut refaire un mélange, sauf que... Bah décidément. 2 ans que ces machines survivent à tout et n'importe quoi, et vlati pas que c'est un stupide mélange qui les achève toutes les deux. Bon, heureusement quand elle a rendu là, on avait déjà mélangé la majeure partie du seau, donc on peut quand même avancer. On a déjà quasi fini la pièce, mais pour les quelques carrelages restants, il faut faire des découpes à la meuleuse parce qu'il y a des angles. La meule. Donc pendant que Jimmy s'occupe des découpes, moi je vais m'occuper d'un truc ici dans le coin de la pièce. Puisqu'a priori, la baignoire sera bientôt posée, j'aurai plus accès aussi facilement à cette zone. En gros, la sortie des tuyaux de ce mur est vraiment pas jolie. Vous êtes laide. C'est très compliqué de faire ce genre de détails proprement avec du plâtre. Mais j'ai une idée pour rendre ça parfaitement propre, et pour ça, il me faut du MDF. Ça tombe bien, j'ai toujours des vieilles chutes qui traînent dans l'atelier. Le souci par contre, c'est que Jimmy utilise déjà les tréteaux dehors, donc faudra bien que je me débrouille avec 2 vieux bouts de bois en guise de tréteaux. Ça fera l'affaire. Donc, en haut, j'avais mesuré l'angle, j'avais mesuré la pièce qu'il me fallait, donc il me reste plus qu'à découper tout ça. Dans les règles de l'art. Bref, je découpe ma pièce, je fais les petits trous là où il faut, je vérifie en haut que c'est plus ou moins à la bonne taille. Bon, ça demandera encore des finitions, mais t'as déjà saisi l'idée. Maintenant, je peux déjà passer la première couche sur mon petit bout de MDF. Jimmy a presque fini ce qu'il est en train de faire dehors. Regardez, il est en train de faire des belles choses. Donc en attendant, je vais m'occuper en retirant déjà la protection des tuyaux du radiateur.
C'est terrible, j'ai de nouvelles chansons de merde en tête. La cacanisette, c'est l'endroit où tous les chiens se retrouvent pour faire leurs besoins. Tous les mardis, le samedi renouvelé pour la propreté des chiens. Ouais. Pourquoi je peux jamais avoir des chansons bien en tête? Pourquoi je pourrais pas avoir du Billie Eilish ou du Céline Dion? Non, il faut que ce soit la cacanisette. Bref, Jimmy a fini ses découpes de carrelage en angle. Regardez, c'est le boss, il a trop bien fait ça. Et du coup, on peut remélanger de la colle à carrelage pour continuer. Mais je vous rappelle qu'on n'a plus aucune perceuse, donc faut faire ça à la main. Si seulement j'avais un troisième papa ou beau-père ou peu importe, qu'il y aurait une troisième perceuse à me prêter pour que je la tue. Le carrelage en angle que je vous ai montré juste avant, bah, c'est pour ce petit raccourci. Et alors si je suis en train de me tortiller comme un petit ver de terre là à droite de l'écran en chantant n'importe quoi, c'est normal. En fait, je suis toujours en train de retirer les protections des tuyaux du radiateur. Pauvre Jimmy qui doit me supporter quand j'ai des chansons en tête. Tu es là. On peut pas lui en vouloir. Ça fait facilement 3 heures que je sente ce truc en boucle. À part ça, au moment de poser le dernier carreau de toute la pièce, je suis très heureuse de vous annoncer que c'était un sans faute absolu. Sur toute l'opération, il n'y a pas eu un seul carrelage cassé ou raté. C'était un sans faute. Ah, on est des boss. Enfin, surtout Jimmy, puisque c'est lui qui a fait toutes les découpes, mais on est des boss. Elle est aussi lourde que ce qu'elle pousse sous la bouille de trust. Il a raison. Je me saoule moi-même. Ah oui, je sais, je suis agaçante avec cette chanson. Bref, c'était la deuxième couche sur mon petit raccord pour les tuyaux. Alors, normalement, c'est 12 à 24... Oh! Je suis très assortie au mur. Ça me bat les couilles. Qu'est-ce que je disais? Oui, normalement, c'est 12 à 24 heures de séchage. Là, ça fait 72 heures pour cette rangée-ci. Jimmy voulait qu'on casse tout d'un coup, mais ça va me casser les pieds si je dois me tortiller comme un petit vermisseau, bonjour pipou, entre les cales pour aller nettoyer le tuyau. Donc on va casser au moins cette zone-ci. Tapez! Oh, je sens que cette activité va beaucoup me plaire. Tapez! C'est décidé. Si un jour YouTube s'arrête, je deviens carreleuse juste pour ça. C'est génial. J'aime bien. Oh, je pourrais faire ça toute la journée. Oh, faudra que je pose du carrelage plus souvent. On va faire comme au golf. Hole in one. Et maintenant, je peux aller nettoyer les tuyaux là-bas dans une position un peu moins désagréable. Alors je dis un peu moins désagréable, j'ai pas dit confortable pour autant. Surtout que c'est pas mal d'huile de coude de faire briller des vieux tuyaux en cuivre oxydé. La cacanisette. Ah, tais-toi et frotte, agaçant personnage. Comment est-il possible d'être aussi pénible? L'endroit où tous les chiens se retrouvent pour faire besoin. J'aurais pu faire passer ces tuyaux dans le carrelage. J'aurais pu, mais j'aime beaucoup les tuyaux en cuivre. Alors on va mordre sur sa chic et on va continuer. De toute façon, la cacanisette, c'est l'endroit où tous les chiens se retrouvent pour faire besoin. Et vous savez ce qui est chouette? C'est que ça a beau faire plus d'1 heure et demie que je frotte, je n'ai fait qu'un seul des 2 tuyaux à ce stade. Il me reste encore le deuxième. Cela dit, ça nous permet de faire une comparaison entre le avant et le après. C'est très joli. Non, vraiment, ça valait la peine de frotter. Bon, pour la suite, je vous le fais en accéléré parce que vraiment, c'était long et pénible. Et ensuite, maintenant que les tuyaux sont propres, il faut les protéger pour ne plus qu'ils s'oxydent à l'avenir. Pour ça, il suffit de les vernir avec un vernis en spray. Il faut quand même que je protège le mur si je veux pas que le vernis donne une texture brillante à certains endroits sur le mur, ça ferait un peu bizarre. Et pour ça, j'utilise simplement une vieille chute de papier intissé. Faut pas non plus que j'oublie cette zone du tuyau. Et puis en vrai, tant que j'y suis, c'est moche cette poignée de radiateur en vieux plastique jauni par les années. Donc après l'avoir démonté, nettoyé, poncé et scotché, je vais la peindre dans la même couleur que le reste. Et là, je profite d'avoir sorti la peinture pour radiateur pour faire une bêtise. Tu l'entends? Ça, c'est le son d'une connerie en cours de réalisation. Si t'as l'œil, tu peux même déjà voir ma bêtise, mais d'ici à ce que je la vois moi aussi, j'ai encore des trucs à casser. Un max de fun à la fois, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Je voudrais bien faire comme un golfeur, mais il y a mon mur dans le chemin. Imaginons que je suis un très mauvais golfeur. Précision utile, mais il faut casser ces machins en tapant dans le sens du joint pour une coupe nette. La deuxième moitié restera pour toujours sous le carrelage. T'inquiète, c'est fait pour. Un max de fun et de sensations,
Ah, je vous jure, c'était l'éclate. Après cette tempête de fun absolue, passons à la suite. On a préparé la pâte à joint. Pour la teinte, on est parti sur du KK 110. Le KK. Ma maman dit que je suis spéciale. Bref, j'ai fait mon mélange et puis je vous fais un super cadrage en serrant mon téléphone contre la paroi avec un serre-truc. Ça marche. Et puis on est bon pour avancer. On fait des joints. Cette blague. Oui, bah ça va, on peut pas être drôle tout le temps non plus. Ici, en gros, je dois remplir les interstices entre chaque carrelage avec de la pâte. Je fais ça avec plusieurs spatules et avec minutie, je m'assure que chaque fente soit bien remplie. Comme la pièce est pas très grande, le temps que je remplisse toutes les fentes, la zone par laquelle j'ai commencé tout à l'heure a eu juste assez de temps pour sécher suffisamment pour l'étape suivante. En fait, quand la pâte a suffisamment séché, tu vois, la couleur elle a changé un peu partout sur les contours, ça indique que ça a suffisamment séché, bah je viens frotter l'excédent avec une éponge humide. Je frotte pas trop fort, il faudrait pas retirer trop de pâte dans les fentes, et je frotte en perpendiculaire par rapport aux fentes. Et pour les croix entre 4 carrelages, bah je frotte en diagonale. Le but c'est de jamais frotter dans le même sens que les lignes. Alors là j'essaie de faire un super time-lapse, mais le focus de mon téléphone s'est fait sur un petit bout de scotch. Il est passionnant, non, ce petit bout de scotch? Allez, la deuxième, c'est la bonne. J'ai dû changer mon eau plusieurs fois parce que, bah évidemment, la pâte à joint salit l'eau très très vite et le but, c'est quand même de nettoyer la surface de mes carrelages. Et on dirait bien que ça nous fait une étape de plus vers la pose de ma baignoire. Alors par contre, pour les joints, avant d'avoir leur couleur définitive, il faudra attendre un tout petit peu parce que là, ils sont encore bien humides en profondeur. Et sinon, sur ce plan, on peut voir autre chose. La bêtise que j'ai faite avec mon radiateur. En fait, j'ai voulu repeindre 2-3 imperfections qui me plaisaient pas du tout, mais résultat, bah, ça fait des différences de brillance par endroit, et j'aime encore moins. Si, je te jure, ça se voit. Regarde sur ce plan vidéo, ça se voit super fort même. Du coup, je vais tout recommencer. J'égrène toute la surface pour remettre une couche bien uniforme, mais d'abord, je vais m'occuper de fixer la pièce pour l'arrivée des tuyaux. Je commence par gratter la belle surface bien propre de mon plafonnage tout neuf. Bah oui, il faut bien créer une accroche pour la colle. Je glisse la pièce, j'utilise un serre-truc qui fait également écarte-truc pour maintenir le bidule bien à sa place, et puis je vais m'occuper des petits raccords là derrière le tuyau. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai bien galéré pour placer les deux petits raccords à leur place, et adieu le cadrage. C'est pas grave, de toute façon je ne faisais que galérer sur ce plan vidéo, mais regarde, à la fin j'ai réussi. Bon évidemment ça manque encore de finition, un peu de patience. Mais d'ici là, je peux enfin repeindre mon radiateur pour la 3e fois. Ah ben voilà, Shakira a remplacé la cacanisette. La cacanisette, c'est l'endroit où tous les chiens se retrouvent pour faire la besoin. Tous les mâles changent le sein. Ah, tais-toi, agaçant personnage. Je vais couper le son, je crois que c'est mieux. Vous voyez plus rien à cause de ma grosse cuisse. Mais c'est quoi une couille? Allez, normalement cette couche c'est la dernière. Et puis pendant que je faisais ça, bah la colle là à droite elle a eu le temps de sécher. Maintenant je vais faire des joints en plastique. On s'est compris. Faire des joints. La blague était déjà pas drôle la première fois. Bref, je fais toutes les finitions autour de la pièce. Ah! J'invoque le pouvoir de couper le son au montage. C'est donc dans le silence que je ferai la dernière finition derrière le tuyau. Et que je remettrai la poignée du radiateur. Bon, je remets le son juste pour écouter si l'eau coule bien. Le chauffage n'est pas activé là tout de suite. Bon, bah j'écouterai mon radiateur plus tard. En attendant, je vais faire les joints de silicone dans toute la pièce. Pour la jonction entre le carrelage et les murs, bah il faut du silicone sanitaire. Heureusement, ça existe dans la même couleur que les joints de mon carrelage, comme ça c'est plus joli. Bon, après ici, il y aura une plainte. Donc je me fais pas trop chier avec les finitions non plus. Par contre, ici, derrière les tuyaux, il y aura pas de plainte. Oh, c'est vraiment l'endroit le plus confortable pour m'emmerder à faire des finitions précises. Bon, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. Si mon téléphone veut bien vous montrer... Allez, téléphone. Allez, tu peux le faire. Oh, tu es nul, téléphone. Allez, on réessaye une dernière fois. Oh là là. Bon, allez, tant pis. De toute façon, elles étaient pas exceptionnelles, ces finitions. Contrairement à celles que je vais faire ici dans le coin. Bon, alors là, c'est que la première couche, mais t'inquiète, ce sera grandiose à la fin. Sinon, le châssis. On l'avait presque oublié, celui-là. Le truc, c'est qu'une fois qu'il y aura ma baignoire ici, bah, je pourrai plus mettre aussi facilement mon petit marchepied pour monter là-haut. Donc, ce serait bien que je m'occupe de ce châssis avant la baignoire. Sauf que j'ai pas envie de dégueulasser toute la pièce avec la poussière de châssis. Donc, on va essayer de créer un tunnel de bâche. Oui, c'est vrai, la baignoire sera placée incessamment sous peu à cet endroit. Non, c'est vrai, je vous jure. Pour de vrai. Bon, et sinon, mon tunnel de bâche de châssis. Oh, le vent, arrête de voler ma bâche. Cette salle de bain est hantée. Le fantôme de ma baignoire moisie. J'ai du gros grain. Elle a un grain, celle-là. Le pire, c'est que je ris à ma propre blague.
Bon, et sinon, mon tunnel de ponçage, est-ce qu'il fonctionne comme prévu au moins? Beaucoup moins pratique que ce que j'imaginais. Je me retrouve emballée dans la bâche, à me débattre avec du plastique à chaque fois que je dois descendre pour changer de papier ponce. Jusqu'à ce qu'enfin je trouve la solution. Oh, j'aurais pu faire ça depuis le début. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Fermer le Velux, ça empêche le vent. Il y en a là-dedans. Non mais c'est pas grave. Il paraît qu'être blonde c'est très joli comme couleur de cheveux, vous savez. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai fermé la fenêtre, la bâche est beaucoup plus docile d'un coup. Pipoun, le fantôme. Et au final, en vrai, eh ben elle marche super bien mon idée. Regarde, toute la poussière de ponçage est centralisée juste à cet endroit-là, j'aurai qu'à aspirer 1 mètre carré et ça n'aura pas du tout sali le reste de ma salle de bain. Alors sinon, pour être prête pour ma baignée de war, je dois passer la deuxième couche ici. Pour le haut, je vais faire ça à main levée, et ce serait quand même cool que je puisse vous montrer ça de plus près. Voilà, ce sera très bien comme cadrage. Alors je sors mon tout petit pinceau et mon immense concentration. Tout le monde retient son souffle, je suis très concentrée. Jusque-là, tout se passe bien. Jusqu'à ce que... Non, bref, au salaire, tout va bien. Si on enlève ça à la lingette, tant que c'est encore frais, ça part. Bon, là, c'est encore tout frais, donc c'est moche, mais après, ce sera bien. Bon, la baignoire arrive dans quelques heures, donc j'aimerais vraiment bien finir ça. Ah oui, non, j'avais pas fini hier soir, hein. C'est long de poncer un châssis à la main. Heureusement, j'avais déjà pas mal poncé hier, donc il me restait plus grand chose. Regarde, je te montre. Ah oui, et du coup, j'ai pas poncé tout le châssis, mais seulement les zones où il y avait des griffes qui me dérangeaient. Et maintenant, bah, je suis bonne pour retraiter ces parties-là avec du Rubio. Si je vous mets là, ça me fait un terrible contre-plongée sur mon cul en short, mais je ne sais pas où vous mettre d'autre. C'est pas grave, Pedro Pascal protégera ma pudeur jusqu'à ce que j'ai fini de traiter mon châssis. Ma pudeur, ma gigantesque pudeur. Bref, c'est un peu satisfaisant ce plan où je retire la bâche, je trouve. Il me reste à aspirer et le châssis, c'est fait. Tout est prêt pour la baignoire. Belièvre, croire en nos rêves. Mais non, pas Belièvre, regarde, là on est vraiment en train de monter la baignoire à l'étage. Il reste plus qu'à la raccorder. Il suffit que Enrique vienne, il branche la baignoire et on pourra enfin se laver, ça va être génial. Alors, Enrique devait venir aujourd'hui pour installer la baignoire. Il est venu. Aucune honte sur lui, il a fait sa part du travail. Vous vous souvenez la galère que c'était d'acheter une baignoire? J'ai finalement acheté une baignoire, c'était très bien, formidable, j'ai acheté une baignoire, génial. Vous savez ce qui aurait été encore mieux? Que j'achète le siphon qui va avec. Il n'y aura pas de baignoire aujourd'hui. Il n'y aura pas de baignoire aujourd'hui. Oh, cette fois-ci tout est ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, tout était prêt, on était ready. Si seulement je pensais à acheter un siphon. Oh, je ris, mais je me désespère moi-même. C'est pas grave, c'est joli d'être blonde. Bon bah du coup j'ai commandé un siphon sur internet et en attendant qu'il arrive, bah je commence le montage de ma vidéo. Évidemment la livraison avait plusieurs jours de retard, sinon c'est pas drôle. Mais je t'ai entendu ouvrir la porte. Oui, parce que je suis descendu, donc j'ai vérifié dans la boîte aux Pipoun, le siphon n'est pas arrivé. La livraison était prévue normalement pour ce matin vers 9h. Il est 17h. Je crois que c'est mort pour aujourd'hui. Au bout de plusieurs jours, je reçois enfin mon colis. Bonsoir. Voilà, super. Merci beaucoup. Je suis inquiète parce que la boîte ne ressemble pas du tout à une boîte de siphon. Parce que c'est un... Je crois que c'est mon siphon. C'est mon siphon. Ah, un siphon. Ah oui. Ah oui. C'est absolument fantastique. C'est génial. C'est... Oh, tu as vu Pipou, on a un siphon. Génial, un obstacle de moins entre mon hygiène et moi. Normalement à partir de là tout ira bien. Il est bizarre ce siphon, j'espère que ça ira. Oui, ça va aller. Et donc j'envoie une photo de toutes les pièces à Enrique pour être sûre. Je viens d'avoir Enrique au téléphone. Alors, il y a les pièces pour le trou-plein, pour l'évacuation, etc. Vous savez ce qui manque dans ce colis? Le siphon. Ça, c'est pas un siphon. Ça, c'est tout ce qu'il y a autour du siphon, mais c'est toujours pas un siphon. Pour ma défense, il était là quand j'ai passé la commande. Et normalement, sur la pièce qu'on a commandée, il devait y avoir un siphon. Alors, à ce stade, j'y crois même plus. Hein. Il y aura encore des problèmes. Mais, normalement, si tout va bien... Enrique vient demain, il prend la pièce et il va voir avec cette pièce quel raccord il peut trouver au magasin de siphon. Si tout va bien, j'ai une baignoire demain. Oh, on y croit, super. Vous savez depuis quand j'ai pas de salle de bain? Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que je pue. C'est mon destin, je sais pas. Ma punition dans la vie.
pour tous mes péchés passés, j'en sais rien. Je ne compte même plus le nombre de galères qu'on a eu concernant cette foutue baignoire. Bien sûr que la baignoire est toujours là, bien sûr. Mais le seul élément qui a constamment été fiable jusqu'à présent, c'est mon fantastique plombier. J'aurais dû lui faire plus confiance et savoir qui trouverait la pièce manquante. Donc comme promis, il est venu avec un siphon. Donc ce coup-ci, je pense que je peux vraiment le dire sans me tromper. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer à ce stade. Donc on va vérifier. J'ai du mal à être sereine. Mais vous entendez le bruit de l'eau qui coule? Dans un premier temps, on doit remplir la baignoire en entier. Tu veux voir si le poids pose problème apparemment. Pourquoi le poids poserait un problème? Je ne sais pas. J'espère pas. Juste au cas où, rien du tout. Tout ira bien. Bon, apparemment, je suis appelée de toute urgence à la cave. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh ben, il y a de l'eau partout dans la cave. Parce que l'entièreté de la baignoire s'est déversée par ce tuyau qui n'avait visiblement jamais été collé. Oh, je déteste les anciens propriétaires. Ça fait 2 ans que je me retiens, que je reste poli, que je les insulte jamais, mais vraiment quelle bande de... Même Enrique, ça le fait rire. La plomberie dans cette cave est objectivement drôle. Ah, parce que tu crois que ça s'arrête là? Mais qu'est-ce qu'on a par ici? Oh bah tiens, un tuyau en cuivre qui a été soudé juste à côté du tuyau en PVC parce qu'on en a rien à foutre de faire fondre les tuyaux en plastique. C'est brillant. Et là, tu sais ce que c'est? Oh, c'est encore mieux. Un fil électrique fondu lui aussi. Les gens avaient l'instinct de survie d'un P. Et non, c'est pas un fil de terre, le fil de terre il est juste là. Non, là c'est vraiment une gaine électrique qui alimente une prise. Tu crois que ça s'arrête là? Eh ben non, parce que la fuite qui est là depuis des années nous a causé quoi? Des champignons. Je suis même pas surprise, je te jure, je suis blasée. Les tuyaux en plastique, ils sont même pas collés l'un à l'autre. Comme il est pas attaché, bah avec l'eau ça fait ça à force, et à force bah ça se desserre un petit peu. Et au final, bah il y avait un espèce de trou béant, une cascade. Vraiment ça coulait genre... Ça me gonfle. J'en rigole mais j'ai envie de les insulter. Pense à la monétisation, nous n'avons pas le droit de dire des gros mots. Ces gens sont simplement équipés d'une intelligence limitée. Ils sont pas équipés du tout. Elle va encore m'envoyer un mail pour me traiter de casse. Ah oui, c'est vrai, je vous ai jamais raconté ça. Elle m'avait envoyé un vocal sur Instagram et jusque-là, j'avais eu la bonté de me priver de ce gag extraordinaire dans mes vidéos. Mais à ce stade, j'en ai rien à péter qu'elle me déteste. C'est officiellement réciproque, donc je vous fais cadeau de son vocal qui pue le seum. Bonjour Aline, ça m'amuse plus que tu postes, c'est ton gagne-pain, hein, c'est sûr. Tu as du fric comme ça grâce aux gens qui te suivent et tout. Ce qui serait quand même plus intelligent et sensé, c'est que tu mettes les bonnes choses quand même, parce qu'il n'y a pas que des merdes dans la maison. Franchement, ça a été une grande déception de savoir comment tu gagnais ton pognon. Une chose au moins est sûre, c'est que tu mises sur les briques, ça c'est bien, c'est une manière intelligente et pas virtuelle d'avancer dans la life. Mais bon, ça durera le temps que ça durera. Après, bah, faudrait mettre un nouveau métier, ça te concerne. Voilà, maintenant tu vas dévoiler le pognon, t'as mis... Bah ça m'emmerde vraiment. Oh non, je l'emmerde, zut alors, je m'en veux très fort. Bon, sinon pour revenir à nos moutons, on a d'autres fuites dans les évacuations d'eau, il faudra modifier toute la tuyauterie de la cave, mais en attendant, Enrique nous a fait des réparations temporaires, ce qui veut dire que je peux enfin me laver. Bon, la pièce n'est pas encore finie et on s'éclaire encore avec une lampe de travaux, mais rien ne saurait m'empêcher d'apprécier mon premier bain en plus de 6 mois. Le lendemain, j'ai quand même filmé quelques meilleures images avec la lumière du jour. Alors pour le moment, la pièce n'est pas finie, il manque encore énormément de choses et ça fait tout vide, mais je suis déjà tellement fan du choix de la robinetterie, des couleurs, des carrelages. La maison est pas encore finie, je suis très lente dans mes travaux parce que je mets beaucoup de soin à chaque petit détail. Mais petit à petit, on est en train de se faire une petite pépite chaleureuse digne d'un film Ghibli. Et encore une fois, je manque de mots pour exprimer ma gratitude envers vous parce que rien de tout ça ne serait possible sans votre soutien et votre présence. Et vos bons conseils. Merci à Oli, le partenaire de cette vidéo. Alors petit rappel, avec le code PIPOUN5, t'as 5 € de réduction sur ta première commande. Le code PIPOUN tout court, c'est 10% sur toutes les autres commandes. Et le petit QR code est juste là. Alors on commence à avoir l'habitude, hein, mais tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais de gros poutous.